La pluie s'abattait comme une sentence divine sur les falaises de la Costa Brava. Et Emmeline, les poings serrés contre sa poitrine, hurla dans le vide, « Je ne reviendrai pas. Vous ne me briserez pas. » Ces mots se perdirent dans le rugissement des vagues. Mais ils portaient en eux la fureur d'une vie entière étouffée. Derrière elle, la silhouette floue de son frère, envoyé par la famille comme un bourreau déguisé en sauveur, s'effaçait dans l'ombre. Son regard empli non de pitié, mais d'une froide détermination à la ramener enchaînée à Paris. Emmeline avait fui là. À l'Orée de Mar, un village côtier aux allures de carte postale oubliée, où les pins parasols ployaient sous le Mistral et où les ruelles pavées exhalaient encore l'odeur salée des pêcheries d'antan. C'était l'été 2025. Et elle avait 25 ans. Un âge où l'on devrait danser au bord des précipices sans craindre la chute. Mais pour elle, chaque pas était une rébellion. Née dans une famille bourgeoise parisienne, où les dîners du dimanche étaient des arènes de conventions impeccables, Emmeline avait toujours été la fille modèle, études de littérature à la Sorbonne. Un appartement haussmannien hérité trop tôt d'une grand-mère fantôme, et un sourire qui masquait les tempêtes intérieures. Ses parents, avocats aux plaidoiries ciselées comme des sonnets de Racine, voyaient en elle l'héritière d'un lignage sans tache. Mais la tache, invisible jusqu'alors, était son cœur, qui battait pour les courbes féminines, pour les regards volés dans les cafés de Saint-Germain-des-Prés. C'est à Barcelone qu'elle avait rencontré Sarah. 3 mois plus tôt, lors d'un festival de cinéma indépendant où les projections sous les étoiles de la Rambla se mêlaient aux rires ivres de la Catalogne en fête. Emmeline était venue pour oublier un chagrin d'amour éphémère avec un homme qu'elle n'avait jamais désiré vraiment, un mensonge de plus pour apaiser sa mère. Sarah, quant à elle, était l'essence même de cette terre ibérique, 28 ans, galeriste à Girona, avec des cheveux noirs comme la nuit de la Sierra Nevada et des yeux qui capturaient la lumière des oliveraies. Issue d'une famille de pêcheurs catalans, Sarah portait en elle la fierté farouche d'une région qui avait lutté pour sa langue et son âme. Elle était lesbienne assumée depuis l'adolescence. Un coming out qui avait valu à ses parents des nuits blanches et à elle des cicatrices invisibles. Mais aussi une liberté conquise par à pas. Leur rencontre fut un éclat de rire partagé devant un court-métrage absurde sur l'amour impossible entre deux femmes dans les années 1950. C'est ridicule. Non. Comme si l'amour avait une date d'expiration, avait dit Sarah en espagnol teinté d'accent catalan, tendant une cigarette à Emmeline. Celle-ci, le cœur battant, avait répondu en français maladroit, ou comme si les cœurs respectaient les calendriers. Le courant passa, électrique, et bientôt, elles se perdirent dans les ruelles du Bari gothique, où les fontaines murmuraient des secrets aux passants. Sarah initia Emmeline à la paella fumante des bodgas cachés, aux danses sardanes où les mains se joignent en cercles infinis. Symbole d'unité face à l'oppression. Emmeline, en retour, lui raconta Proust et les madeleines trempées dans le thé. Ces fragments de mémoire qui font ressurgir les fantômes du passé. Leur amour grandit comme une vigne sauvage sur les terrasses ensoleillées de la Catalogne, lent, tenace, enraciné dans la terre rouge. Elles passèrent des nuits à faire l'amour dans l'appartement de Sarah. Un loft aux murs couverts de toiles abstraites où les couleurs se mêlaient comme leur corps. Emmeline découvrait en Sarah non seulement une amante, mais une muse, ses doigts, habitués à caresser les huiles sur la toile, traçaient sur sa peau des motifs invisibles. Des promesses de fidélité éternelle. Tu es ma tempête, Emmeline, murmurait Sarah dans l'oreille de sa bien-aimée, tandis que les vagues de la Méditerranée clapotaient au loin. Et toi, mon porc, répondait Emmeline, les larmes aux yeux, car pour la première fois,
Elle se sentait entière. Mais les ombres de Paris s'allongeaient. Un appel de sa mère. Un soir doux où l'air était lourd de jasmin, ma chérie. Ton frère m'a dit que tu traînes avec une artiste espagnole. Reviens. Nous t'avons réservé un stage chez un notaire respectable. Le ton était mielleux. Mais Emeline y décelait le venin. Elle raccrocha. Le téléphone tremblant dans sa main. Et se blottit contre Sarah. Ils ne comprendront jamais. Sanglota TL. Sarah. Pragmatique comme les catalanistes qui avaient défendu leur identité contre Franco. Lui serra la main, l'amour n'a pas besoin de leur aval. Viens vivre ici. Avec moi. Oublie Paris et ses chaînes dorées. Pourtant, Emeline hésitait. Son visa de touriste touchait à sa fin. Et l'idée de couper les ponts avec sa famille la terrifiait. Elle envoya des lettres larmoyantes. Des mails ciselés comme des plaidoyers. Expliquant son amour pour Sarah sans oser nommer la nature de ce lien. Les réponses furent des silences pesants. Puis des reproches voilés, pense à ton avenir. À notre nom. Le doute s'insinua. Tel un brouillard matinal sur la mer. Emeline se surprit à fixer son reflet dans les vitrines de la Passec de Gracia. Se demandant si elle n'était pas une imposture. Une fille prodigue qui trahissait son sang. Le point de non-retour survint un matin de septembre. Quand son frère, Antoine, débarqua sans prévenir à l'aéroport de Girona. 32 ans. Costume 3 pièces impeccable. Il incarnait la France des élites, froid. Calculateur. Un sourire qui ne montait jamais aux yeux. Emeline. Maman est malade d'inquiétude. 7. Liaison te détruit. Ils se promenèrent sur la plage de Tossa de Mar. Les galets crissant sous leurs pas. Et Antoine déballa son arsenal, des arguments sur l'héritage familial. Des allusions à un scandale qui ruinerait la réputation des parents. Et pire. Une menace voilée. Si tu refuses de rentrer, nous devrons prendre des mesures. Tu sais que papa a des relations au parquet. Emeline sentit son monde basculer. Ce soir-là, elle confia tout à Sarah. Qui, les poings serrés, jura, ils ne t'arracheront pas à moi. Nous irons voir un avocat. Nous officialiserons notre union. Mais au fond d'elle, Sarah cachait une peur, son propre passé. Un ex-petit ami jaloux qui avait un jour accusé faussement une de ses amantes de vol. Menant à une arrestation humiliante. L'amour rend vulnérable. Pensa TL. En serrant Emeline contre elle. Les jours suivants furent un tourbillon de tendresse et d'angoisse. Elles marchèrent main dans la main le long des sentiers de la Costa Brava. Où les cyprès centenaires veillaient sur des criques secrètes. Emeline lisait à Sarah des extraits de Madame Bovary. Ironisant sur les amours impossibles. Tandis que Sarah peignait son portrait, une Emeline aux yeux mi-clos. Lèvres entr'ouvertes sur un secret. Leur intimité était un refuge. Un ballet de caresses où les corps parlaient ce que les mots peinaient à exprimer. Pourtant, le téléphone sonnait sans cesse. Et les messages d'Antoine devenaient plus insistants, dernière chance. Où nous venons te chercher. C'est alors que la trahison frappa. Sournoise comme un coup de couteau dans le dos. Antoine avait engagé un détective privé. Un homme aux manières de flic à la retraite. Qui fouilla l'appartement de Sarah sous prétexte d'une inspection amicale. Il y trouva des photos intimes. Des lettres d'amour en français calligraphiées. Et pire. Un faux témoignage fabriqué, Sarah. Accusée d'avoir séduit Emeline avec des promesses de drogue et de débauche. Un mensonge cousu de fil blanc pour discréditer l'Espagnol et forcer Emeline à rentrer.
Le détective alerta les autorités locales, prétextant une « affaire de corruption morale », un reliquat des lois franquistes que l'Espagne moderne avait enterré, mais que l'argent et les relations françaises pouvaient encore exhumer. Emmeline apprit la nouvelle par un appel paniqué de Sarah. « Ils disent que je t'ai piégé, que j'ai volé des bijoux de ta famille. C'est absurde. Mais la police vient. » Le cœur d'Emmeline se serra comme dans un étau. Elle courut à travers les rues de Girona, la cathédrale gothique se dressant comme un juge impassible, et arriva juste à temps pour voir Sarah menottée, son visage pâle sous les lumières bleues des gyrophares. « C'est eux !» cria Sarah, les yeux emplis de douleur. « Ta famille. Ils veulent me détruire pour t'avoir. » Emmeline, impuissante, se jeta contre les cordons de police, hurlant des vérités que le monde refusait d'entendre. La cellule de la commissariat de Girona était un cube de béton froid, imprégné d'une odeur de désinfectant et de regret. Sarah y passa la nuit, recroquevillée sur une paillasse qui grinçait à chaque mouvement, son esprit vagabondant vers Emmeline, cette Française aux courbes douces qui avait irrigué son existence aride comme une pluie d'orage sur la Catalogne assoiffée. À l'extérieur, Emmeline arpentait les couloirs carrelés, ses escarpins claquant comme des coups de feu, exigeant des explications d'un policier moustachu qui haussait les épaules. « Señorita, c'est une plainte formelle. Vol et manipulation. Votre frère a fourni des preuves. » Les « preuves » étaient un tissu de mensonges, une bague disparue de l'enfance d'Emmeline, soi-disant prêtée à Sarah et jamais rendue, photographiée sur le bureau de la galeriste comme un trophée volé. Antoine avait orchestré cela avec la précision d'un procès truqué, payant le détective pour planter l'objet et rédiger un rapport accablant. « C'est pour ton bien, petite sœur ?» lui avait-il dit plus tard, au téléphone, d'une voix suave. « Cette femme te pervertit. Reviens à Paris, et tout s'arrangera. » Emmeline, le cœur en lambeaux, avait raccroché en vomissant dans les toilettes de l'hôtel où elle s'était réfugiée. Un établissement modeste aux murs tapissés de cartes postales fanées. Le lendemain matin, sous un soleil qui moquait leur désespoir, Emmeline engagea un avocat local. Une femme nommée Montserrat, aux cheveux grisonnants et au regard d'acier forgé dans les luttes pour les droits LGBTQ+ post-Franco. « En Espagne, nous avons progressé. Mais les vieux démons persistent, » expliqua-t-elle en sirotant un café noir dans son bureau encombré de dossiers. « Votre famille joue sur des préjugés, l'étranger séducteur, la lesbienne comme prédateur. Mais nous combattrons. » Emmeline hocha la tête, les larmes coulant librement, se rappelant les dîners familiaux où l'homosexualité était un sujet tabou, relégué au ragot des tabloïds. Libérée sous caution une somme que Sarah emprunta à un cousin pêcheur, l'Espagnol rejoignit Emmeline sur la plage de Platja d'Aro, où les dunes de sable fin s'étendaient comme un lit défait. Elles s'assirent dos à dos, les vagues léchant leurs pieds nus, et parlèrent pour la première fois de la trahison sans phare. « Je ne les laisserai pas gagner » murmura Emmeline, sa voix brisée par le vent salin. Sarah, tournoyant une algue entre ses doigts, répondit « L'amour n'est pas une prison. Carino. Mais ta famille. Ils te tiennent par les cordons de la bourse, par les souvenirs. » Elles s'embrassèrent alors. Un baiser salé de larmes et de sel marin, chargé de la promesse de résister. Pourtant, le doute rongeait Emmeline comme un acide lent. Elle repensait à son enfance, les Noëls au chalet de Megève, où son père contait des histoires de justice triomphante, et sa mère brodait des monogrammes sur les serviettes.
Symbole d'un ordre immuable. Antoine, l'aîné, avait toujours été le préféré. Le fils qui porterait le flambeau du cabinet d'avocats. Emmeline était l'ornement. La fille qui devait se marier bien. Procréer des héritiers aux yeux bleus. Son amour pour les femmes était une aberration. Un caprice à corriger. Et si j'étais vraiment en train de la détruire, se demanda-t-elle en regardant Sarah dormir. Son profil aquilin éclairé par la lune. Les semaines suivantes furent un balai de rendez-vous judiciaires et de nuits volées. Montserrat plaida avec éloquence devant le juge, démontant les faux témoignages comme un puzzle mal assemblé. Cette accusation n'est qu'un voile sur l'intolérance. Tonna-t-elle, citant l'article 510 du Código pénal espagnol sur l'incitation à la haine. Antoine, convoqué par visioconférence depuis Paris, maintint son calme olympien. Je protège ma sœur d'une relation toxique. Mais sous la surface, la famille ourdissait plus sombre. Le père d'Emmeline, un procureur influent, contacta discrètement des homologues espagnols, insinuant que Sarah avait des liens avec un réseau de trafiquants d'art, une calomnie pure, inspirée par la galerie de l'artiste. Le climax de cette intrigue se noua lors d'une audience préliminaire à Figueres, la ville de Dale, où les surréalités du maître catalan semblaient refléter leur cauchemar. Emmeline, vêtue d'une robe noire sobre comme un deuil, témoigna d'une voix ferme. Sarah est mon amour, pas ma geôlière. Ma famille me punit pour avoir osé aimer une femme. Sarah, à ses côtés, serra sa main sous la table, ses ongles enfoncés dans la chair comme des encres. Le juge, un homme âgé aux lunettes cerclées d'or, fronça les sourcils, mais ordonna une enquête approfondie. À la sortie du tribunal, sous un ciel plombé, Antoine les attendait, flanqué de 2 hommes en civil des « amis » du cabinet familial. Emmeline, signe ça. Et tout s'arrête, dit-il en tendant un papier, une reconnaissance de dette fictive, où Sarah s'engageait à rembourser un prétendu vol, en échange d'un abandon de poursuite. Mais c'était un piège, le document incluait une clause cachée, accusant Sarah de chantage. Emmeline, les mains tremblantes, déchira le papier sous les yeux ébahis de son frère. Jamais. Vous avez perdu. Antoine, le visage crispé, murmura, tu regretteras. Nous irons jusqu'au bout. Ce soir-là, dans un petit hôtel aux abords de la Costa Brava, Emmeline et Sarah se levèrent l'une contre l'autre, leur corps un rempart contre la tourmente. Sarah, les lèvres contre le cou d'Emmeline, chuchota des poèmes de Federico Garcia Lorca. Ces vers interdits qui avaient coûté la vie au poète sous Franco, Verde que te quiero verde. Emmeline, émue aux larmes, répondit par un baiser profond, leurs langues dansant comme des vagues en furie. Leur amour, physique et spirituel, était une affirmation, dans la tendresse des caresses, dans le froissement des draps. Elle défiait le monde. Sarah explora le corps d'Emmeline avec une dévotion presque sacrée, ses mains traçant des arabesques sur la peau pâle, descendant vers les mystères intimes où le plaisir se faisait cri étouffé. Tu es à moi. Et je suis tienne. Alta Emmeline, arquée sous les assauts doux. Mais la famille ne lâchait pas. Une semaine plus tard, un mandat d'arrêt européen fut émis contre Sarah. Non pour vol, mais pour escroquerie aggravée, une accusation bidon, montée de toutes pièces par le père d'Emmeline via ses réseaux bruxellois. Les médias locaux s'emparèrent de l'affaire, titrant sur « L'amour maudit de la côte espagnole »,
transformant leur idylle en soap opéra sordide. Emmeline, harcelée par les journalistes, se réfugia chez Montserrat, qui alerta des associations comme Felgtb. C'est une chasse aux sorcières moderne? Gronda l'avocate. Sarah, de nouveau incarcérée en attendant l'extradition, écrivit des lettres depuis sa cellule, des missives en espagnol poétique, évoquant les amandiers en fleurs et les promesses d'un avenir libre. Emmeline les lisait à voix haute dans les criques désertes, sa voix se brisant sur les mots d'amour. Elle contacta alors sa grand-mère, la seule alliée potentielle, une veuve septuagénaire qui avait connu les années folles et leurs amours clandestines. Ma petite. L'amour est le seul tribunal qui compte, répondit l'aïeule d'une voix chevrotante au téléphone. Ce fut l'étincelle, Emmeline décida de contre-attaquer, publiant une tribune dans Elle Paix, signée de son nom complet, dépeignant la persécution familiale avec une franchise baudelairienne. Le scandale éclata, forçant Antoine à reculer. Mais le vrai au point vint lors d'une confrontation familiale virtuelle. Où Emmeline? Face à ses parents et frères. Lâcha, vous m'avez jeté dans la tempête pour que je sois moi-même. Et maintenant? Vous voulez m'enfermer pour l'avoir trouvé. Sa mère pleura. Son père balbutia. Mais Antoine? Impitoyable. Révéla le coup final, une plainte pour diffamation contre Sarah, menaçant de la ruiner. La nuit tombait sur la Costa Brava comme un voile de deuil. Et Emmeline, seule dans la voiture de location qui filait vers la frontière française, sentait son cœur se déchirer en deux moitiés irrémédiables. Sarah était en fuite provisoire, libérée sous contrôle judiciaire mais traquée par les ombres du mandat européen. Et elles avaient décidé à contre-cœur de se séparer pour un temps. Le temps de rassembler des preuves irréfutables. Reviens-moi vite. Mon amour. Avait murmuré Sarah lors de leur dernier baiser. Cachée dans une oliveraie où les fruits noirs pendaient comme des larmes figées. Emmeline, les lèvres encore chaudes du contact, avait acquiescé. Mais intérieurement, elle hurlait contre le destin qui les forçait à ce subterfuge. À Paris, la ville lumière s'avéra un labyrinthe de trahisons. Emmeline débarqua à l'appartement familial du 7e arrondissement. Un hôtel particulier au parquet ciré et au lustre en cristal qui scintillait comme des mensonges. Ses parents l'accueillirent avec des embrassades forcées. Sa mère portant un collier de perles qui évoquait irrésistiblement celui de Sarah. Ma fille chérie. Tu es revenue? Susurra-t-elle. Mais ses yeux trahissaient la victoire calculée. Antoine, assis dans un fauteuil Voltaire, sirotait un cognac. Son sourire de requin affamé. Le père, plus distant, feuilletait un dossier, le leur, gonflé de faux semblants. Le dîner fut une partie d'échecs verbal. Nous agissons pour te protéger. Emmeline. Entama le père. Sa voix de procureur résonnant dans la salle à manger lambrissée. Cet espagnol t'a envoûté. Comme une gitane de roman. Emmeline, posant sa fourchette avec un cliquetis sec, riposta, non. Père. C'est vous qui m'avez envoûté avec vos illusions d'une vie droite comme une plaidoirie. Sarah est ma vérité. Un silence glacial s'abattit, rompu seulement par le tic-tac de l'horloge comtoise. Sa mère, les mains tremblantes, murmura, pense à nous. À ton frère. Ce scandale. Mais Emmeline n'était plus la fille docile. Elle avait emporté dans ses bagages les lettres de Sarah, ses talismans d'encre et de passion. Et elle les lut à voix haute. Sa voix chevrotant sur les mots castillans, ton corps est ma cathédrale.
Emmeline. Et je m'y prosterne sans dieu intermédiaire. Antoine ricana. Mais le père blêmit. Se rappelant peut-être ses propres amours de jeunesse. Un secret enterré sous des décennies de respectabilité. La confrontation s'envenima quand Emmeline accusa ouvertement: vous avez fabriqué ces preuves pour me briser. Pour me renvoyer dans le placard doré de votre monde. Mais l'Espagne m'a appris la liberté. Et je ne reculerai pas. Cette nuit-là, seule dans sa chambre d'enfant, poster de Balzac jauni au mur, Emmeline pleura jusqu'à l'aube, son corps secoué de sanglots qui faisaient écho aux orages de la Costa Brava. Elle appela Sarah en visio. Le signal faible depuis les montagnes pyrénéennes où l'Espagnol s'était caché chez un ami artiste. Je les affronte. Mi vida. Dit Emmeline. Et Sarah, le visage las mais illuminé d'amour, répondit: souviens-toi de notre première nuit, les étoiles au-dessus de la Sagrada Familia. Nos corps entrelacés comme les tours de Gaudí. C'est ça. Notre force. Elles firent l'amour par écran interposé. Des murmures et des regards qui transcendaient la distance. Un érotisme fait de promesses et de manques. Le lendemain, Emmeline fouilla le bureau d'Antoine, profitant d'une sortie familiale. Elle y trouva les emails incriminants, échanges avec le détective, virement pour le faux témoignage, et même une note manuscrite: Opération Tempête, neutraliser l'Espagnol par tout moyen. C'était la preuve irréfutable d'une conspiration familiale. Le cœur battant, elle scanna les documents et les envoya à Montserrat, qui exulta: avec ça, nous les clouons au pilori. Mais le risque était grand, si Antoine découvrait la trahison. Il contre-attaquerait avec fureur. De retour en Espagne, Emmeline rejoignit Sarah dans un mas isolé des environs de Besalú. Un village médiéval aux ponts romans arqués comme des vœux. Leur réunion fut un feu d'artifice d'émotion, elles s'étreignirent sous la pluie fine d'automne, leurs lèvres se cherchant avec une urgence presque animale. Tu m'as manqué comme l'air, avoua Emmeline. Et Sarah, la traînant dans la chambre aux poutres apparentes, répondit par des actes, ses mains défaisant les boutons de la chemise d'Emmeline, révélant la peau laiteuse marquée de frissons. Leur union fut lente, délibérée. Un rituel de rédemption où chaque caresse effaçait un peu de la douleur. Sarah, agenouillée, embrassa le ventre d'Emmeline, descendant vers l'intimité humide de désir, sa langue traçant des cercles de feu qui arrachèrent des gémissements rauques. Je t'aime. Pour toujours. Halta Emmeline, ses doigts emmêlés dans les cheveux noirs. Pourtant, le répit fut bref. Antoine, flairant le vent, alerta la police européenne. Et un matin, alors qu'elle cueillait des figues dans le jardin du mas, des sirènes hurlèrent au loin. Sarah fut arrêtée devant les yeux horrifiés d'Emmeline, menottée comme une criminelle commune, son cri de protestation étouffé par une main gantée. C'est la fin, pensa Emmeline, s'effondrant sur le sol poussiéreux. Les fruits écrasés sous ses genoux formant une pulpe rouge sans mais sans violence. Juste le symbole d'une innocence piétinée. Le procès s'ouvrit à Barcelone, dans le palais de justice moderniste qui surplombait la mer. Montserrat, secondé par un collectif d'avocats pro bono, présenta les preuves volées, email, virement, note manuscrite. Antoine fut cité comme témoin adverse, arrivant en jet privé, son arrogance intacte. Ma sœur est vulnérable, manipulée par cette femme, jura-t-il sous serment. Mais ses yeux fuyaient ceux d'Emmeline, assise au premier rang, vêtue d'une robe rouge sang comme un défi flamenco.
Le témoignage d'Emmeline fut le pivot, debout face au juge. Elle raconta leur histoire avec une éloquence romanesque, évoquant les couchers de soleil sur la Méditerranée, les danses lentes dans les caves à vin de Priorat, et l'amour qui les avait sauvés des abysses familiaux. Ma famille m'a jetée dans la tempête pour que je sois lesbienne. Et maintenant, ils tentent de mettre mon amour en prison. Mais l'amour est libre. Comme l'Espagne l'a appris à ses dépens. La salle applaudit. Un murmure d'approbation traversant les rangs. Où des militantes arc-en-ciel brandissaient des drapeaux. Sarah, en larmes, serra la main d'Emmeline sous le banc. Leurs doigts entrelacés comme une prière païenne. Mais Antoine, dans un dernier sursaut de perfidie, produisit un enregistrement truqué, une conversation édulcorée où Emmeline semblait implorer Sarah de « fuir avec l'argent de la famille ». Le juge suspendit l'audience. Et le doute s'insinua à nouveau. Un poison lent. Les jours d'attente avant la reprise du procès furent un purgatoire exquis. Où Emmeline et Sarah, confinées dans un appartement protégé à Gracia, tissaient des rêves pour conjurer l'angoisse. Les quartiers bohèmes de Barcelone, avec leurs graffitis colorés et leurs bars à absinthe, devinrent leur sanctuaire. Elles flânaient main dans la main, défiant les regards curieux, et rentraient pour des soirées de confession intime. Sarah, peignant inlassablement, captura Emmeline dans une série de toiles, son visage baigné de lumière tamisée, ses yeux verts comme les vignes de Penday, symbole de résilience. Tu es mon chef-d'œuvre? Non. Taquinait Sarah. Et Emmeline, riant à travers les larmes, répondait, et toi? Ma muse rebelle. Leur amour, dans ces heures volées, atteignit des sommets de tendresse et de sensualité. Une nuit, sous la pluie battante qui tambourinait contre les volets, elles s'abandonnèrent à un rituel lent, s'aramassant les épaules nouées d'Emmeline avec de l'huile d'olive parfumée au romarin, descendant le long de la colonne vertébrale jusqu'au rein, où ses lèvres effleurèrent la peau sensible. Emmeline, retournée, attira Sarah contre elle. Leurs seins se pressant dans une friction électrique, leurs cuisses entremêlées dans une danse primitive. Le plaisir monta en vagues, culminant en un cri partagé qui dissipa les ombres, les laissant pantelantes, enlacées dans les draps froissés comme des vagues figées. Mais le monde extérieur grondait. Les médias français s'emparèrent de l'affaire. Le Monde titrant « Le scandale lesbien d'une famille parisienne », forçant les parents d'Emmeline à un silence embarrassé. La grand-mère intervint alors. Une lettre manuscrite envoyée au juge. J'ai aimé en secret dans les années 30. Une artiste comme votre Sarah. Ne brisez pas ce que j'ai dû cacher. Ce témoignage, lu en audience, fissura l'armure familiale. Antoine, convoqué à nouveau, craqua sous le feu des questions. Oui. J'ai payé le détective. Pour la sauver d'elle-même. Avoua-t-il. Le visage ruisselant de sueur. Sa façade de frère protecteur s'effondrant comme un château de cartes. Le juge, ému par la litanie de preuves, prononça l'acquittement de Sarah. Cette affaire n'est pas judiciaire, mais humaine. L'intolérance n'a pas sa place en Europe. La salle explosa en applaudissements. Emmeline se jetant dans les bras de Sarah. Leurs lèvres scellées dans un baiser victorieux sous les flashs des photographes. Antoine, blême, quitta la barre sans un regard, tandis que les parents, présents par visioconférence, murmurèrent des excuses laconiques. Nous apprenons. Pourtant, la victoire fut aigre-douce. Emmeline coupa les ponts avec sa famille.
renonçant à l'héritage pour une vie modeste avec Sarah. Elles s'installèrent à Girona. Dans la galerie transformée en foyer, des expositions sur l'amour queer, des ateliers pour jeunes en quête d'identité. Leur quotidien devint une symphonie romantique, matin paresseux où Sarah préparait des tortillas aux accents français. Après-midi de promenade le long du fleuve Onyar. Soir où Emmeline lisait les chants de Maldoror à voix haute. Sa tête sur les genoux de Sarah. Un an plus tard, sous les amandiers en fleurs de la Costa Brava, elles échangèrent des vœux informels. Entourées d'amis catalans et d'une poignée de réconciliés parisiens dont la grand-mère, venue en fauteuil roulant, les yeux brillants. L'amour triomphe parce qu'il est humain, dit-elle, serrant les mains des deux femmes. Emmeline, les yeux rivés sur Sarah, murmura, nous avons survécu à la tempête. Sarah, souriant, répondit, et nous danserons sous les éclairs. La vie, avec sa cruauté et sa grâce, continua. Emmeline écrivit un roman, Tempête d'amour, un best-seller qui humanisa les luttes lesbiennes, tandis que Sarah exposa leur portrait dans une galerie parisienne un pied de nez à la famille. Antoine, rongé par la culpabilité, entama une thérapie. Et les parents, lentement, tendirent des branches d'olivier, un dîner à Paris, des questions timides sur leur bonheur. Dans les criques secrètes de Lorette-de-Mar, où tout avait commencé, Emmeline et Sarah revenaient souvent, assises sur les rochers, les vagues chantant leur hymne. Jetée dans la tempête pour être lesbienne, chuchotait Emmeline. Mais sauvée par toi. Sarah, l'embrassant doucement, concluait, et la prison n'était qu'un mirage. Notre amour est la vraie liberté. Ainsi, dans l'esprit humaniste de la France et la passion ibérique de l'Espagne, leur histoire devint légende, un rappel que l'amour, même traqué, fleurit dans les fissures des conventions, et que la trahison, une fois vaincue, forge des liens indestructibles.